Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ce soir dans Question d'actu. Nous parlerons d'un sujet quelque peu technique, technologique aussi, innovateur, qui pourtant a pour but de favoriser l'inclusion de toutes les couches sociales dans le monde de la finance. On va faire presque un petit bond dans le futur très proche. Pour mes invités, on parle de présent, disons, déjà actuellement. On va parler donc de finance digitale. On va parler on verra comment est-ce que la technologie digitale peut transformer la transaction financière. Vous me direz, on en est encore loin chez nous, pour ceux qui savent déjà ce que c'est, parce qu'il faudra déjà l'expliquer. Oui, mais les technologies avancent très rapidement, il faudra prendre le train en marche. Et certains pays africains sont déjà très avancés dans le domaine, comme le Kenya. Par définition, il faut comprendre que la finance digitale est l'utilisation des services financiers, le crédit, l'épargne, l'assurance, transfert d'argent, à l'aide de technologies numériques mobiles. Il suffit juste d'avoir un smartphone aujourd'hui pour gérer tout son argent. Des outils modernes qui viennent concurrencer les banques traditionnelles. Nous allons discuter des perspectives de la finance numérique chez nous, digitale, ce qui n'est rien d'autre que la transformation, comme je vous le disais, du numérique du secteur financier. Vous me corrigerez si je me trompe tout à l'heure. Comment affecte-t-elle la société? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'inclusion financière numérique? Quel avenir pour la finance digitale chez nous en Algérie? C'est donc le thème de ce soir. Pourquoi? Une conférence s'est tenue ce matin à Alger avec des experts dans le domaine et qui ont posé cette question. Quel avenir pour la finance digitale? Alors, on va d'abord expliquer tout cela. Pour les novices, qu'est-ce que la finance digitale? Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Souheil Gessoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du syndicat national du patronat citoyen du numérique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Nous avons avec nous également Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonsoir. Vous êtes analyste financier habitué de nos plateaux. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir et merci pour Merci. Par Skype de Marseille, nous avons avec nous Monsieur Nazim Sini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en sciences économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Gessoum. Qu'est-ce que la finance digitale? Pour les finances, on va essayer, pour les plus novices, on va essayer un peu de matérialiser tout ça, qu'on comprenne ce que cela veut dire. Alors, très simplement, vous avez finance et digital. Donc, c'est comment digitaliser les services financiers. Donc, ça peut paraître très basique. Par exemple, quand j'accède en ligne à mon compte, c'est de la digital finance. Quand j'effectue un virement en ligne, c'est de la digital finance. Quand j'ai des services en ligne, services numérisés sur mon compte ou à partir de mon compte, c'est de la digital finance. Donc on fait déjà actuellement de la digital finance ici Absolument. en Algérie à travers les services qu'offrent les banques Absolument, depuis quelques années déjà. Nous allons même assez loin dans la digital finance puisque, je vais vous citer un exemple, nous avons ouvert dernièrement un compte au niveau de la BNA et je suis très content de le citer. Alors non seulement nous pouvons consulter, faire des virements, faire des opérations. Mais ce que j'ai vraiment aimé, que je n'ai pas encore vu en Algérie, c'est que, vous savez, quand vous avez une double signature sur un compte, vous avez en ligne un système d'approbation, un workflow en ligne. Donc j'approuve, ensuite le deuxième approuve pour que le virement puisse être effectué. Ça, c'est un service financier. Donc il y a quand même des services qui sont offerts et qui sont à forte valeur ajoutée. Très bien. Alors je le disais dans l'introduction, pour moi c'est un peu un futur proche. Pour vous, c'est déjà le présent. C'est le cas, Monsieur Kaoubi, il faut s'y mettre dès maintenant. La technologie avance vite, comme je le disais. Est-ce que finalement le e-payment, qui n'est pas très développé encore chez nous, il n'y a pas, même si beaucoup d'utilisateurs, on a 11 millions, je pense, de porteurs de cartes bancaires aujourd'hui, mais ne l'utilisent pas forcément autre que pour le retrait? Tout à fait. Le monde évolue très vite. On est à l'ère du numérique et donc tous les services doivent se mettre à l'heure du numérique. Et donc, l'utilisation des produits passe nécessairement par un instrument qui est rapide, qui est efficace et qui s'est démocratisé d'une manière extraordinaire et qui permet d'avoir une efficacité telle que tous les secteurs d'activité actuellement sont sommés, sont obligés d'aller vers une digitalisation. Sinon, c'est des secteurs qui évolueront à la marge ou c'est des pays qui évolueront à la marge. Actuellement, le potentiel en matière de croissance au niveau de beaucoup de pays développés, en matière de numérique, en matière de la digitalisation, dépasse les 9 points, 10 points en matière de croissance. Et on prend les États-Unis, par exemple, ou on prend l'Allemagne, par exemple. Donc, c'est des niveaux de croissance énormes et importants. Maintenant, nous, effectivement, on est, pour certains produits,
on utilise des instruments digitaux. Maintenant, le potentiel est énorme et le travail devrait se faire d'une manière rapide et sérieuse pour rattraper les retards qui sont enregistrés aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de paiement via les cartes CIB. Quand on voit les statistiques actuellement, je dirais qu'on est pratiquement à 3-4% d'objectifs réalisés déjà par rapport à ce qui a été assigné en termes de programme d'élargissement d'utilisation de cet instrument, qui est un des instruments en matière de digital et qui pourrait maintenant, avec des instruments, vous parlez de smartphones. Oui. Donc, on peut évoluer vers des situations pareilles. Mais le travail qui reste à faire est très oui, important. Il y a aussi la réglementation, sécurisation et modernisation des banques, modernisation. parce que ça doit passer par là. Donc, quand on parle de digitalisation, on parle d'organisation, de systèmes d'information et donc de développement, de modernisation d'autres instruments via le digital. Monsieur Sini, vous êtes avec nous, je rappelle, depuis Marseille. Vous êtes professeur en sciences économiques. Aujourd'hui, il est crucial de commencer à digitaliser toutes les institutions et penser justement à développer cette finance digitale par laquelle on sera finalement appelé forcément à la rendre opérationnelle chez nous, hein. Tout à fait, mais je voulais rebondir à ce qui a été dit sur votre plateau. Vous savez, on ne peut pas lutter contre le progrès et on ne peut pas lutter contre le cours de l'histoire. Et je pense que l'Algérie est en train de suivre le cours de l'histoire. Mais à mon sens, si vous voulez, la finance digitale, pour digitaliser plutôt des pans entiers de notre économie tels que la finance et la banque, il faut que ça réponde à 4 impératifs pour moi qui sont importants. D'abord, il faut qu'on ait une infrastructure réseau qui soit solide. Deuxième chose, il faut qu'on ait des protocoles de sécurité qui soient unifiés. Et le troisième point, il faut libéraliser et déréglementer le secteur financier qui, pour moi, est un préalable extrêmement important. Et le dernier point, il faut aussi sensibiliser nos concitoyens à l'utilisation, à l'usage de ces outils. Vous savez, aujourd'hui, on a quand même des populations rurales qui ne sont pas totalement bancarisées. Donc, ça pose un véritable problème. Et c'est peut-être vers ces populations-là qu'il faut aller. Vous savez, les nouvelles générations, les digital natives, celles qui sont nées dans les années 2000 et même un peu avant, maîtrisent les outils digitaux. Et c'est si vous voulez, des consommateurs qui sont friands de l'utilisation d'outils digitaux, surtout dans le domaine bancaire. Mais pour moi, il faut absolument que l'on aille, que l'on fasse de la sensibilisation, que l'on fasse de la pédagogie, surtout aux vertus de ces outils numériques. Donc ça veut dire il faut que ça passe par de la confiance. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens ont une utilisation et un rapport avec l'aspect pécunier et argent qui est lié au cash et aux outils classiques qui sont représentés par les monnaies fiduciaires. Absolument, hein. Donc je retiendrai 3 points, hein. La confiance, les avantages et la sensibilisation. Aujourd'hui, le drame chez nous, c'est que tout se fait par cash. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc nous comptons 11 millions de porteurs de cartes, 30 à 40% d'utilisateurs. 90% sont utilisés uniquement pour les retraits. Les commerçants sont très réfractaires à avoir des TPE, des terminaux au niveau de leur commerce. Il faut aller vers la sensibilisation, non pas l'obligation. Il faut expliquer les avantages qu'il y a derrière. Alors, il y a de gros avantages à utiliser une carte bancaire. Déjà, nous n'avons pas besoin d'avoir du cash sur nous, donc effectuer des transactions d'une manière sécurisée, donc ne plus avoir ce risque de perdre de l'argent ou de détériorer de l'argent, etc. Mais j'aimerais rebondir sur un point que vous aviez mentionné. Vous avez parlé du Kenya. Et vous avez mentionné le M-Pesa pour dire que le Kenya est très en avance. Alors, il y a 15 ans, environ, le M-Pesa a été lancé. Le M-Pesa permet des paiements par téléphone, donc en utilisant le crédit du téléphone. C'est de cela dont je parlais dans l'introduction. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un smartphone pour pouvoir aujourd'hui envoyer de l'argent un peu partout dans le monde. Alors, regardez, il y a, et j'ai retenu cette information des panels du matin, une personne disait 66% des adultes non bancarisés ont un smartphone. Donc ça veut dire je n'ai pas de compte bancaire, mais j'ai un smartphone. Donc l'exploitation de mon compte téléphonique d'une manière financière peut être plus facile que de faire ouvrir un compte à cet adulte. Donc au Kenya, il y avait 100 000 personnes bancarisées seulement. Donc l'exploitation du smartphone devenait vraiment impérative. Et ça a créé une telle dynamique que 70% des échanges domestiques
venait de ce mobile, ce qu'on appelle le M-Payment. Donc là, l'intérêt est très important. En Algérie, nous avons donc globalement, donc c'est une information que j'ai eue aussi, que j'ai eue dans l'après-midi, 35 millions de comptes bancaires. Alors entre entreprises, particuliers, 35 millions de comptes bancaires, dont 11 à 12 millions de cartes bancaires. Alors, cela nous dit que l'Algérie est globalement bancarisée. Le problème qui se pose, à quoi nous servent ces comptes bancaires? Alors nous avons des comptes bancaires dormants, nous avons des comptes bancaires ou CCP qui servent uniquement à un dépôt de salaire, puis retrait immédiat du salaire en cash pour dépenses. Et c'est là que je rejoins professeur Sini, en disant qu'il y a un travail de sensibilisation à mettre en place. Alors pourquoi je devrais laisser mon argent sur mon compte et utiliser ma carte ou utiliser mon mobile pour faire des paiements? Mais ça fait quelques années que nous avons, M. Gussoum, déjà l'introduction de la carte bancaire chez nous. On a ces services de e-payment depuis quelques temps. On effectue peut-être pour certains habitués les paiements de factures à travers de l'électricité, du gaz, de l'eau. On arrive à le faire aujourd'hui. Si je peux me permettre, terminer mon idée par rapport au comparatif, donc M-Pesa, Kenya, Algérie. Donc, nos autorités, nos gouvernants pensent que, vu que nous avons un taux de bancarisation élevé, nous n'avons pas besoin de M-Payment. Alors, personnellement, je ne partage pas cette idée, parce que pour moi, le M-Payment viendrait ajouter un service financier, entre guillemets, digitalisé, qui viendrait, un service en plus ne fera jamais de mal. Et certains pensent qu'il va favoriser l'informel. Moi, je pense que bien au contraire, il a une traçabilité derrière qui nous permet de savoir qui a viré quoi et qui a fait tel paiement. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens vont retirer leur argent? D'abord parce qu'il y a un manque de confiance. Ensuite, parce que je ne vais pas aller faire une queue de 4 heures 4 fois par semaine. Donc mon salaire arrive, je fais une queue une fois où je vais avec ma carte, je retire mon salaire en un seul coup et je l'utilise comme je veux. Il n'y a jamais eu vraiment de sensibilisation importante et d'un plan marketing important pour sensibiliser le citoyen et le porteur de compte bancaire vers une utilisation de la carte. Quels sont les avantages d'utilisation de la carte? Il faudrait peut-être justement attirer, susciter l'intérêt et du commerçant et du client pour justement développer l'utilisation et de la carte. C'est là qu'arrive le digital finance. Alors, quels sont les services que nous pouvons remettre à ce citoyen, que nous pouvons offrir à ce citoyen pour qu'il exploite ces services et obtienne des bénéfices? Je vais terminer par une petite histoire que j'ai entendue ce matin encore. Je la rapporte, ce n'est pas mon histoire. Et une dame disait, regardez, un exemple tout simple. Si vous dites à quelqu'un, épargnez de l'argent, versez chaque mois 1000 dinars. Il ne va pas le faire. Mais si vous lui dites, écoutez, préparons le mariage de votre fille dans 3 ans. Alors, donc vous devez épargner un peu d'argent, mais 6 mois avant le mariage, on va vous faire un discount sur la robe de mariée de votre fille, parce que vous avez épargné et nous incluons un autre marchand. Mais nous incluons aussi un autre marchand qui fait les mariages, donc lui va vous accorder 20% de discount par rapport. Et voilà comment nous construisons tout un service pour le monsieur qui détient une carte. Et c'est là que l'épargne devient intéressante. Il faut offrir des services et susciter l'intérêt. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer pour le consommateur? Comment susciter son intérêt? Comment ça va l'impacter s'il va vers cette finance digitale? La finance digitale, il faut qu'elle ait cette crédibilité qui permet donc aux citoyens de l'adopter, parce que c'est quelque chose d'important. M. Sini parlait tout à l'heure donc de la performance du réseau. Maintenant, si on se présente avec un moyen de paiement qui, en fin du compte, ne permet pas d'opérer la transaction ou l'alourdit, systématiquement, il y a un processus de de l'opération. Et c'est comme ça que pour les cartes CIB, par exemple, plein de fois, suite à des problèmes soit de réseau, soit de mauvais fonctionnement de TPE, donc, et comme en matière d'acceptation, il y a
un héritage sociologique, psychologique, qui fait que les mentalités, encore une fois. Exactement, parce que le digital, ailleurs, a succédé à d'autres moyens de paiement qui sont le chèque, qui sont le virement, etc. Donc les traditions et les personnes étaient déjà préparées à une acceptation, à une digitalisation des opérations et d'autres instruments. Nous, on va passer de l'utilisation généralisée du cash, qui en fin du compte traduit un mode de comportement psychologique et sociologique, aussi bien chez les consommateurs, mais aussi pour reprendre une des phrases qui a été dite ce matin à la conférence, on disait que la finance digitale est un problème sociétal. Sociétal, effectivement. Donc déjà, quand il y a ces résistances d'ordre sociétal, il ne faut pas qu'elles soient encore auxquelles on doit rajouter d'autres problèmes techniques de performance de l'outil. Et qui fait qu'il n'y a pas cette acceptation qui permet cette généralisation dans les communes lointaines où déjà en matière de comportement, il y a une déconnexion par rapport à l'utilisation d'outils modernes. Et il y a aussi l'intérêt. Parce que cette pour acceptation... le commerçant, il va vous dire qu'est-ce que j'y gagne, moi. Qu'est-ce que j'y gagne dans un environnement, dans une économie où l'informel occupe une partie assez importante et où la visibilité et la traçabilité des transactions n'est pas désirée ni par les consommateurs souvent, parce qu'il y a beaucoup de revenus non déclarés qui sont encaissés par cash et que beaucoup de gens n'aimeraient pas qu'ils soient repérés sur des plateformes. Cela permettrait de lutter contre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, sur la corruption aussi, qui occupe des points importants dans notre société, il faut le dire. Et maintenant, pour les commerçants, il y a une bonne partie où le problème de fiscalisation constitue un élément important. Maintenant, l'écosystème pour préparer le terrain à cette acceptation sur le plan psychologique, sociologique, mais aussi en matière d'intérêt. Qu'est-ce qui fait à ce qu'on n'opte pas à des incitations fiscales si les opérations sont opérées par voie digitale? Par exemple, réduction de taux de TVA. 1 ou 2 points au moins sur la TVA, ça aiderait. Et pour le commerçant, et pour le consommateur. Donc, ça permettrait d'aller graduellement. Ça ne sera pas la panacée qui permettrait de passer d'un taux de 3% à un taux de 50 ou de 60%, mais les choses pourraient gagner en crédibilité, en intérêt, en incitation, pour que... nos institutions, déjà, commencent peut-être à élargir l'utilisation de la finance digitale, comme pour les impôts, comme pour payer une vignette. Si, en termes de transactions, il y a un débit fixe de 1% ou de 2% déjà sur l'opération, et qu'il n'y a pas d'incitation sur le plan fiscal, déjà, sur le plan calcul, il y aura cette réticence pour dire que ça me coûtera un peu plus cher que l'opération en cash. Donc, la question n'est pas uniquement technique. La performance technique, elle est indispensable et elle est importante. Et pour cela, il faut régler ces problèmes techniques d'une manière sérieuse et préparer l'acceptation psychologique, sociologique, mais aussi prévoir les incitations d'ordre fiscal et qui permettraient d'inciter les utilisateurs du digital et de réunir le maximum de conditions de son acceptation. Alors, Monsieur Signy, on vient de le dire, donc l'acceptation est faible chez nous. Il faudrait apporter une valeur ajoutée que le cash n'apporte pas finalement pour peut-être arriver à susciter l'intérêt des commerçants et des consommateurs. Mais écoutez, j'ai écouté très attentivement ce qui a été dit sur votre plateau et je rejoins parfaitement l'analyse de nos deux invités. Je rajouterai même une chose, vous savez, la véritable révolution, elle n'est pas technologique, elle est culturelle. Il faut qu'on mène une véritable bataille culturelle et sociétale aussi pour inciter les consommateurs algériens à adopter de nouveaux usages et de nouveaux modes et même de nouveaux comportements de consommation. Et effectivement, je voulais juste rajouter une chose aussi. Vous savez que non seulement digitaliser des moyens de paiement et des aspects financiers, ça permet de lutter contre l'informel, je suis tout à fait d'accord, mais ça permet aussi de lutter contre l'inflation. Cette inflation dont la plupart des consommateurs
consommateurs algériens se plaignent, puisque lorsque vous réduisez la masse monétaire qui est en circulation dans un circuit économique, vous luttez contre l'inflation. Donc ça peut être aussi une des manières pour inciter les consommateurs algériens d'adopter de nouveaux moyens de paiement. Mais aussi, il y a un véritable manque de confiance envers les institutions bancaires. C'est ça aussi, parce qu'on sait que toutes les transactions financières digitalisées, il y a une traçabilité. Et c'est peut-être cette traçabilité qui pose problème. Je pense qu'une des solutions, c'est bien évidemment des incitations fiscales. Il y a aussi une campagne de sensibilisation massive qui doit être faite, mais aussi, il faudrait que, vous l'avez dit à juste titre, que nos institutions donnent le bon exemple, quitte à ce que ça passe par revoir un cadre législatif et imposer le paiement par des moyens digitaux lorsqu'on doit payer sa vignette d'assurance, lorsqu'on doit payer des factures, lorsqu'on doit régler ses impôts, la CNAS, la CASNOS. Vous voyez, toutes les institutions qui sont en lien avec le citoyen, même pour payer par exemple le timbre fiscal pour son passeport, si on incite le consommateur algérien à passer par cette voie-là, il va forcément s'y habituer et adopter cette nouvelle façon de payer. Donc voilà ce que je voulais dire grosso modo, mais je voulais aussi rajouter une chose, c'est que vous savez, la digitalisation financière doit aussi faire l'objet d'une collaboration entre des entreprises privées, les banques, mais aussi l'ensemble des pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des petites startups qui maîtrisent la technologie, ce qu'on appelle des entreprises de fintech, qui aujourd'hui peuvent proposer de véritables alternatives. Et il faut que les banques aussi jouent le jeu, parce qu'il y a un enjeu de désintermédiation. Et forcément, vous savez, le secteur bancaire, c'est aussi un secteur très corporatiste qui tient à préserver ses parts justement. Voilà, tout à fait, mais qui tient à préserver ses parts de marché. Et il faut aussi dire qu'aujourd'hui, ces nouvelles technologies, ces nouvelles solutions, ces nouvelles startups ne sont pas une forme de concurrence, mais des alternatives qui sont offertes aux citoyens. Et vous savez, le seul juge et le seul arbitre, c'est le consommateur algérien. Alors, on va parler des fintech, mais auparavant, je voudrais parler d'abord de cette inclusion financière. On dit que la finance digitale favorise l'inclusion financière, c'est-à-dire que cela touche toutes les populations rurales, les plus éloignées, qui n'ont pas forcément accès à une banque. Comment cela fonctionne aujourd'hui? On dit qu'à partir de son smartphone, on peut avoir un compte, on peut gérer son compte, mais il faut toujours qu'il y ait une banque traditionnelle ou c'est la concurrence carrément les banques traditionnelles? Non, vous aurez toujours une banque traditionnelle, un compte traditionnel, mais c'est l'approche qui va être différente. Donc j'aurai moins de déplacements vers ma banque ou plus de déplacements du tout. Donc à partir du jour où j'ouvrirai mon compte, je n'aurai plus besoin de me déplacer vers ma banque et toutes mes opérations pourraient se faire en ligne. Mais on dit que cela touche également les populations qui ne sont pas bancarisées. Comment l'expliquer? Alors, et c'est là que je voulais rebondir sur ce que disaient M. Sini et M. Kaoubi. Donc, il y a... alors, M. Sini parlait d'abord d'avoir une infrastructure. Bon, il est vrai que l'infrastructure en Algérie n'a jamais été parfaite, mais il faut reconnaître que depuis quelques années, il y a des efforts de numérisation et de digitalisation. Il y a 3 ministères dans le domaine. Alors, il y a 3 ministères et nous voyons pas mal de résultats. Alors, il y a une bande passante qui s'améliore continuellement, donc ça c'est à noter. Nous voyons du cloud apparaître, nous voyons des data centers apparaître, enfin pas apparaître, mais se renforcer. La sécurité s'améliore. Alors est-ce que tout cela est parfait? Non, certainement pas. De toute façon, ce ne sera jamais parfait, ce ne sera jamais idéal. Il y a encore énormément de travail à faire, il faut le reconnaître et il faut continuer à travailler. Il y a aussi... Et je rejoins ce que disait M. Sini, il y a aussi un écosystème start-up qui se met en place. Est-il parfait? Non, pas du tout. Il est loin d'être parfait. Mais il se met en place. Il y a des prises de risque. Il faut qu'il y ait des prises de risque pour trouver les bonnes solutions. Alors donc, si nous voulons inclure tous ces éléments-là, c'est à partir de cela que nous allons construire notre digital finance et nos fintech. Alors, et je vais vous citer un exemple en parlant de gens bancarisés, pas bancarisés. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, carte Dahabia, carte CIB, il y a une interopérabilité totale, ce qui est un point positif parce qu'avant, les deux réseaux étaient complètement indépendants. Donc aujourd'hui, nous pouvons utiliser le même réseau. Mais cela demande quand même un dossier administratif. Aujourd'hui, pour être bancarisé, il faut avoir un seuil minimum de revenus, il faut un dépôt, il y a derrière une paperasse. Aujourd'hui, on dit que la finance digitale peut justement
mettre fin à tout cela. Regardez, le rêve, ce serait quoi? Le rêve, c'est que M. Sini disait payer sa fiscalité par carte, etc. Oui. Ben, le rêve serait que je puisse payer le timbre de mon passeport ou de mon permis de conduire en ligne, faire ma demande de passeport ou de permis de conduire en ligne et récupérer mon passeport. C'est ce qui se passe pour la carte d'identité biométrique. Je fais tout en ligne et puis je récupère ma carte quelques jours après. Donc, idéalement, ce serait que tous ces services soient numérisés en ligne. Pour ma carte d'identité, j'étais en train de réfléchir, je me suis déplacée. Pour la récupérer. Non, pour prendre une photo, déposer le dossier. Si mes souvenirs sont bons, j'avais rempli des informations. Et puis, il y a un formulaire à remplir, à emmener encore chez le médecin. Non, bon, je ne suis pas passée par cette étape. Le permis de conduire. Non, oui, le permis de conduire. Il y a un dossier à remplir. Mais pas la carte biométrique. Je parle du permis de conduire, absolument. Alors, tout cela aurait fait que nous aurions moins besoin d'utiliser du cash pour aller payer le timbre, etc. Donc, alors, je pense que nous allons vers cette direction. Maintenant, est-ce que c'est suffisamment rapide? Ben, on va dire que c'est jamais suffisamment rapide parce que le jour où nous le ferons en ligne, ce serait bien. Et pour revenir à votre question d'inclusion financière, il y a des services aujourd'hui, j'ai été impressionné de les voir. Regardez, vous pouvez à partir de Belidimob du CCP envoyer un montant à votre parent qui se trouve en face d'un DAB et qui n'a pas de carte, qui n'a pas de compte bancaire, et il peut retirer, en incluant ce code que vous lui avez envoyé, ben, il peut retirer un montant à partir du DAB. Ça, c'est un service financier qui est extraordinaire. Un autre service financier de Belidimob, je découvre, vraiment, je les ai découverts ces derniers temps, ben, c'est de pouvoir payer ses factures, de pouvoir faire des virements, de pouvoir charger son téléphone, mais vraiment avec quelques touches. Donc, ce genre de service ne fait qu'améliorer le digital finance. Le point est que nous avions tellement de retard que tous ces services nous semblent insuffisants. Est-ce qu'ils sont insuffisants? Bien évidemment, ils sont insuffisants. Mais encore une fois, nous avançons. Et le fait d'avancer nous permet d'entrevoir beaucoup d'espoir. Maintenant, ce que nous souhaiterions, c'est être les meilleurs, être parmi les meilleurs. Nous en avons les moyens. Et pourquoi ne pas y arriver? Et c'est ce qui nous rend parfois... Il faudrait commencer peut-être par la sensibilisation, ça susciter l'intérêt des consommateurs et des commerçants, comme on le disait tout à l'heure. Monsieur Sini disait c'est culturel. Absolument oui, c'est culturel. Mais ça nécessite un plan marketing vraiment très fort pour changer cet effet culturel. Alors on parlait des fintech, les investissements dans les fintech ont augmenté de manière fulgurante ces dernières années. En 2020, ce sont quelques 105 milliards de dollars d'investissements qui ont été opérés. Les fintech se développent aujourd'hui très rapidement et elles bénéficient d'un environnement favorable. La pandémie a un peu accéléré peut-être les choses où il y a eu plus de transactions via les mobiles, via la finance digitale finalement qui a pris un essor durant cette pandémie. Tout à fait. Donc les conditions permettent l'émergence, l'accélération des processus. D'ailleurs, en parlant d'environnement, vous parlez tout à l'heure du Covid, donc le déplacement qui était interdit et ont réglé les opérations à distance, d'où l'accélération de l'utilisation ou du développement de certains produits ailleurs. Maintenant, à côté des campagnes marketing, à côté de la crédibilité des instruments et de leur fiabilité, il y a une question de calcul. Maintenant, si on a le carburant qui est pratiquement gratuit, on se déplace, on fait son calcul, donc c'est une équation qui fait que le déplacement il y a une réduction de coûts. Une réduction de coûts. Si on peut s'absenter de son poste de travail pour aller retirer son argent 2 fois, 3 fois, sans être sanctionné, là c'est une opération de calcul aussi. Donc vous voyez que ce n'est pas uniquement une question de sensibilisation, c'est une question de calcul et d'intérêt que tout le monde, chaque individu, opère pour décider de donner la priorité à tel ou tel instrument. Donc, si on ne donne pas les conditions nécessaires à l'émergence de la digitalisation ou du digital comme instrument de paiement, il ne faut pas pleurer et remettre ça sur une histoire uniquement de tradition parce que l'être humain opère d'une manière rationnelle et calcule ses actes. L'utilisation du digital, pourquoi
on utilise le digital pour tout ce qui est télévision, tout ce qui est communication, par exemple. Et pourquoi on ne l'utilise pas comme moyen de paiement? Donc, effectivement, il y a un ensemble de paramètres. Mais le paramètre calcul est un des paramètres les plus importants et les plus fondamentaux dans l'opération de calcul. Oui. Et là, aussi, les banques ont leur part de responsabilité. Nos banques évoluent souvent loin des logiques de marché et loin des logiques de compétition. Donc, on n'est pas sur une logique de modernisation réelle qui fait qu'on veut capter une part de marché, qu'on veut capter une épargne, qu'on veut développer des instruments qui permettent de développer un chiffre d'affaires. Moi, je pourrais le dire sans hésitation, souvent, on a assigné des objectifs aux agences de dire que vous avez 2000 cartes bancaires à distribuer aux clients. Comme si que la finalité, l'objectif était de dire on a ouvert tant de comptes ou on a distribué tant de cartes CIB. Mais l'efficacité ne se mesure pas par rapport à la quantité. Oui. Donc vous voyez qu'en termes de échanges et de paiement, effectivement. Donc la mesure de l'efficacité passe par le volume des transactions. Et là, si j'assistais, ça fait 1 année et demie, à une conférence où la SACIM donnait des statistiques. Donc en termes de volume de transactions, on est peu performant. Et en termes d'évolution quantitative de distributeurs de TPE et de cartes, on affiche des résultats très positifs. Et vous savez que la déconnexion, elle est importante. Et les logiques de comportement, aussi bien des individus, des particuliers, que des organisations, que des commerçants, que des banques. Parce que quand on voit sur les 7 grandes banques publiques, il y a 3 qui ont des systèmes d'information. Les 4, et ce n'est que récemment. Vous voyez que l'utilisation du digital impose de l'autre côté, on bake une autre organisation qui favorise les instruments. Et quand on a une résistance à l'intérieur même pour l'adoption de nouvelles formes d'organisation plus transparentes qui nécessitent peu d'intervention de l'individu et qui favorisent donc les instruments digitaux, vous voyez qu'il y a un ensemble d'éléments qui mériteraient un diagnostic sérieux et un déverrouillage de l'ensemble des verrous qui existent aussi bien des institutions que sur le plan législatif et fiscal. Il faut certainement revoir la réglementation aujourd'hui. Monsieur Signy, quel impact a la finance digitale sur l'industrie financière aujourd'hui, sur le système financier aujourd'hui? Même si la numérisation du secteur financier est en pleine croissance, il y a toujours des risques derrière. Il faut une réglementation appropriée, il faut sécuriser tout cela. Oui, tout à fait. Mais vous savez, aujourd'hui, juste pour un petit rappel d'histoire, la plupart des banques ont commencé leur mue technologique à travers le monde depuis la crise des subprimes en 2008. Vous savez, cette fameuse crise où on a assisté à il y a eu la rupture de confiance systémique. Voilà, tout à fait, une rupture de confiance avec Lehman Brothers, qui était un des plus grands établissements bancaires américains, qui avait fait faillite. Et à partir de ce moment-là, la plupart des établissements bancaires à travers le monde ont décidé vraiment d'être dans le sillage de cette transformation numérique. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est les consommateurs qui dictent le rythme des changements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez vous adapter face aux nouveaux usages de vos consommateurs. Et quand vous avez une population mondiale qui est de plus en plus connectée, qui est aussi détentrice de téléphones mobiles de plus en plus rapides, aujourd'hui on parle de 5G, on parle de 6G, etc., vous devez tout simplement vous y adapter parce que vous êtes sur un marché ultra concurrentiel. Ça, c'est une chose. Mais vous savez, aujourd'hui, on a franchi un cap à travers le monde. On en est loin en Algérie. Mais moi, c'est mon rêve, personnellement, c'est que l'on puisse, dans la décennie, pouvoir passer des ordres de bourse à travers une application en Algérie, que l'on puisse être détenteur de crypto-monnaies en Algérie, que l'on puisse faire des virements instantanés à un ami proche dans sa famille, que l'on puisse avoir des services d'épargne ou d'assurance vie depuis son smartphone. C'est ça la véritable révolution. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on évoque dans nos échanges, c'est uniquement un effet de rattrapage. Payer avec sa carte bancaire n'a rien de révolutionnaire. C'est juste être en phase avec son époque. Mais ce qui est bien dans, si vous voulez, le secteur des technologies, c'est ça fonctionne par bond. C'est-à-dire que si
si vous ratez un train, vous pouvez prendre le prochain, mais quand même arriver à destination. Et je pense que c'est là où il y a des enjeux majeurs pour notre pays. Et encore une fois, nous sommes comme un pays assez jeune, et les adolescents d'aujourd'hui seront les consommateurs de demain. Donc nos banques et nos établissements bancaires publics en ont pris conscience. Elles savent pertinemment qu'elles doivent migrer vers des solutions technologiques innovantes qui répondent à de nouveaux usages. Et c'est surtout ça l'enjeu. Et je voulais aussi rajouter que, vous savez, la plupart de nos banques aussi ont pris conscience qu'il y a une sorte de transformation dans les nouvelles habitudes de consommation. Aujourd'hui, effectivement, pour des raisons de sécurité, je suis persuadé que certains de nos auditeurs ou des téléspectateurs seront plus à même d'utiliser une carte bancaire et des outils digitaux plutôt que de l'espèce. Il y a aussi une question de transparence. Vous voyez, donc c'est tous ces éléments-là qui doivent être pris en compte pour entamer une véritable transformation numérique du secteur bancaire et financier en Algérie. Alors aller vers des systèmes ou des outils de financement innovants, diversifiés, c'est un peu aujourd'hui l'objectif, mais il faut sécuriser tout cela, comme je le disais, il faut une réglementation aussi pour aussi protéger les données des utilisateurs. On parle de mobile money aujourd'hui, est-ce qu'il faut revoir notre réglementation, Monsieur Guissoum? Oui, il est clair que notre réglementation doit être adaptée au concept. Quand on dit aujourd'hui que la crypto-monnaie est interdite en Algérie, nous prenons des années de retard par rapport au monde. La crypto-monnaie est devenue un outil de paiement sérieux. Pour expliquer, c'est une monnaie qui est dématérialisée. Complètement dématérialisée. C'est une monnaie virtuelle. Sur le téléphone, on peut avoir un compte et le créditer à partir de son compte bancaire. Mais bon, il n'y a plus de transactions avec... Non, la crypto-monnaie va beaucoup plus loin que ça. La crypto-monnaie, on n'a plus besoin de compte traditionnel. On n'a plus besoin de compte traditionnel. C'est une monnaie qui existe... virtuelle, c'est une monnaie en ligne, oui. Donc comme le Bitcoin par exemple, c'est une monnaie où des milliards entre guillemets équivalents de dollars sont échangés annuellement, ou des centaines de milliards sont échangés annuellement. Nous ne pouvons pas dire en Algérie encore continuer à dire la crypto-monnaie est interdite en Algérie. Ouais. Donc nous devons adapter la législation parce que interdire la loi sur la monnaie est en pleine discussion. Est-ce qu'elle va le prévoir ou pas? La loi sur la monnaie et le crédit est en pleine discussion. Oui, j'espère vraiment qu'il va y avoir des changements majeurs, pas seulement sur ce point-là, mais sur énormément de points. On l'espère. Donc c'est ce que le vice-gouverneur disait ce matin. Nous attendons beaucoup de cette nouvelle mouture. Mais il y a une législation qui doit s'adapter. Aujourd'hui, le PSP, donc Il faut qu'il y ait une rupture avec les systèmes traditionnels. Est-ce que c'est finalement ces fintech ou ces nouveaux modes de paiement, services de paiement, peuvent créer cette rupture avec les anciens systèmes traditionnels? Comment pouvons-nous avoir des fintech si le PSP, le prestataire de services, quelque chose provider, le PSP, c'est les services financiers, c'est les sociétés qui fournissent des services financiers digitaux, entre guillemets. Cette notion n'existe pas en Algérie. Nous n'avons pas le droit d'effectuer des prestations de services dans le cadre financier. Et donc, il y a une loi qui est en préparation, qui devrait arriver dans les tout prochains mois, c'est ce qu'on nous dit, mais la loi doit apparaître pour justement voir l'essor de fintech dans ce domaine. Alors, là aussi, la part des fintech dans le monde aujourd'hui, start-up fintech, devient de plus en plus importante. Et en Algérie, le statut de PSP n'existe toujours pas. Donc nous avons un retard qui est énorme. Le but, ce n'est pas de dire non, aujourd'hui nous avons tant d'échanges en milliards de dinars ou tant de transactions par carte. Mais le but, c'est de dire 90% de nos transactions se font par carte ou en ligne et nous avons un statut de PSP pour lancer des fintech. Quel genre d'entreprise est le PSP aujourd'hui? Il fournit quoi? Des services de paiement? C'est-à-dire Je vais vous donner un exemple. Une plateforme de paiement en ligne peut être établie par un PSP. Aujourd'hui, nous avons 2 PSP en Algérie, la Satim et Algérie Post, alors qui sont, entre guillemets, acceptés. Et où en est
Qu'en est-il des entreprises privées qui souhaitent fournir des services financiers? Qu'en est-il des startups qui souhaitent activer dans ce domaine? Tout cela n'existe pas. Cette législation n'existe pas encore. Cette législation doit voir le jour le plus vite possible pour que nous ne restions pas en retard par rapport au reste du monde. Oui. Donc il y a un travail à faire en termes de législation. Il y avait même une autorité qui devait être créée il y a quelques années sur la protection des données et qui, paraît-il, selon les intervenants du ministère, est remise sur la table aujourd'hui parce qu'il s'agit aussi de protéger toutes ces informations, toutes ces données que l'on retrouve en ligne, Monsieur Kaoubi. Il ne suffit pas uniquement de mettre cela en marche, il faut toute une réglementation, une législation, un ancrage juridique derrière tout cela. Tout à fait. Donc la question a une dimension technique, une dimension juridique. Et donc la mise à niveau des différents outils est indispensable pour légitimer un moyen de paiement qui est important. Maintenant, le domaine financier ou bancaire est un domaine qui est très réglementé. De surcroît, en Algérie, on a évolué en vase clos pendant très longtemps. Il faudra rappeler que la réforme bancaire et des instruments financier a été pratiquement bloqué juste après le scandale de Khalifa, et ce qui a créé une situation de quasi-blocage qui s'est traduit par l'absence de banques privées depuis 2003-2004. Donc, absence de dynamisme. On a évolué à la marge pendant très longtemps, le pétrole étant un moyen qui nous a permis un petit peu de rester loin des mutations que le monde a opérées. Et quand on n'est pas ouvert sur le monde étranger, on accumule les retards par rapport aux instruments qui existent. Et les instruments de paiement mis à niveau des plateformes sur le plan technique et la mise à niveau des outils juridiques. Et vous voyez que maintenant, c'est pour cela que tout à l'heure, quand j'ai intervenu, j'ai dit qu'on a entamé le processus, mais le chemin est très lent. On peut le rattraper parce qu'on est dans le digital et la notion de temps est relative. Oui. Maintenant, il faut que l'état d'esprit change réellement vers le digital. À partir de là, une impulsion pourrait être faite pour l'adaptation du cadre réglementaire, la mise à niveau du cadre technique, et c'est à partir de là qu'on légitime, parce qu'on est dans une ère où la légitimité est par les faits, et si on veut qu'il y ait une acceptation, une évolution rapide, il faut que l'instrument lui-même soit crédible et légitime par les faits et non pas uniquement par les textes. Monsieur Signé, aujourd'hui je parlais des risques qu'il y avait derrière toute cette finance digitale. Il y a la cybercriminalité derrière, on parle beaucoup de transparence, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi des transactions frauduleuses avec ce système? Quels sont les risques qui se cachent finalement et comment bien se préparer justement pour les contrer? Mais écoutez, vous l'avez évoqué effectivement à juste titre. D'abord, il y a des risques de cyberattaque, de piratage. Il y a des risques aussi de fraude massive. Mais ça, si vous voulez, j'allais vous dire, c'est secondaire. Mais quand je dis secondaire, c'est-à-dire que du moment qu'on met des protocoles de sécurité qui soient solides avec des solutions techniques adéquates, ça ne devrait pas poser de problème. Parce qu'il suffit de voir la plupart des pays du monde qui ont fait leur mue technologique et qui ont adopté des usages digitaux sont passés par cette phase-là. Le risque zéro, vous savez, n'existe pas. Du moment qu'on manie des outils techniques, informatiques, qui plus est, le risque zéro n'existe pas. Mais il faut rassurer. Et pour rassurer, comme je l'ai dit, il faut un matraquage, il faut sensibiliser, il faut aussi que la plupart des pourvoyeurs de ces solutions technologiques puissent aussi rassurer le citoyen, c'est-à-dire les banques, c'est-à-dire les outils de connexion, les opérateurs téléphoniques. Tout cet écosystème-là qui va être engendré, qui va éclore avec des solutions innovantes, doit aussi mettre en place des solutions de sécurisation de données, mais aussi rassurer le citoyen, montrer que c'est des solutions fiables, qu'elles sont sécurisées, inviolables aussi, ça il faut le dire,
mais que le risque zéro n'existe pas. Mais après, du moment qu'on respecte un certain protocole et qu'on met en place les outils nécessaires, ça ne devrait pas poser de soucis. Et au contraire, je pense qu'on va assister lors des prochaines années une adoption massive, je l'espère, des outils digitaux pour procéder à des paiements en ligne ou des paiements chez les commerçants. Alors, pour rester avec vous, pour parler toujours des fintech, on dit qu'elles concurrencent aujourd'hui directement les banques. Est-ce que les banques traditionnelles sont appelées à muter elles aussi ou à disparaître? On sait que dans le monde, il y a des banques qui ont racheté carrément ces startups, ces fintech. Comment l'expliquer? C'est pour offrir de nouveaux services, s'adapter elles aussi à cette digitalisation, à cette finance digitale? Vous savez, une banque, c'est avant tout une entreprise. Donc une entreprise se doit d'être agile, se doit de s'adapter aux évolutions de son environnement et de son marché. Et lorsque vous ne maîtrisez pas une technologie, vous la rachetez. Donc c'est comme ça qu'il y a un processus effectivement d'acquisition massive des banques traditionnelles vers des startups, on va dire, innovantes. Mais aussi, certaines banques créent leur propre banque en ligne. C'est le cas en Europe, notamment en France, où vous avez des grands groupes nationaux qui créent leur propre banque en ligne parce qu'il s'avère qu'il y a des clients qui n'ont pas besoin de se rendre physiquement dans une agence pour récupérer un chéquier ou une carte bancaire ou pour effectuer des services classiques qu'ils peuvent eux-mêmes être effectués en ligne. En revanche, je ne suis pas persuadé que la conception de la banque telle que l'on la connaît disparaîtra. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un outil digital ne remplacera jamais les conseils de votre conseiller financier ou de votre banquier. Lorsque vous devez procéder à un achat d'un bien immobilier, lorsque vous voulez faire un crédit pour créer votre entreprise. Vous voyez, donc c'est-à-dire que les limites du digital s'arrêtent au conseil de l'humain, si je puis dire. Et puis surtout, vous tissez des crédits aux entreprises. Oui, monsieur Gusso. Ça ne peut pas vous apporter des conseils. Oui, mais finalement, on a les autres avantages. Une petite entreprise, une start-up peut accéder au crédit sans passer par la banque. Ça ne remplace pas la relation humaine. Oui. C'est important. Vous savez, c'est le relationnel aujourd'hui. Vous parlez de cela, oui, de l'humain. Exactement. Et surtout, j'allais vous dire... Finalement, on va tout robotiser et le cash... C'est ça, on va tout robotiser, le cash va disparaître. Si on comprend par là comment va évoluer le monde, on parle de monnaie dématérialisée, donc le cash va disparaître. Il n'y aura plus d'émissions à terme, je pense que oui. Je pense que il y aura, tout sera virtuel, donc la monnaie sera virtuelle. Nous n'aurons plus cette notion de banque centrale, nous aurons une notion d'intégration. Je pense même qu'il y aura des monnaies unifiées ou des crypto-monnaies unifiées. Alors aujourd'hui, regardez, quand on parle de Bitcoin ou de Doge, ce sont des monnaies qui traversent les frontières. C'est-à-dire que sur son smartphone, on peut transporter avec soi des sommes faramineuses. En fait, on ne transporte rien du tout. Tout est sur le cloud. Tout est en ligne quelque part. Donc, j'ai besoin d'avoir mon smartphone pour accéder à cela. Voilà, donc à partir de son smartphone. Donc, on peut voyager partout dans le monde et avoir sur soi accès à son compte. Alors, regardez, la nuance, c'est que je ne les ai pas sur moi. Oui. Je ne les ai pas sur mon smartphone. Mon smartphone me permet d'accéder quelque part. Bien sûr. Voilà. Oui. Et effectivement, je pense que tout va... Sinon, il y aurait trop de risques. Sinon, il y aurait trop de risques, oui. Je pense qu'il y a vraiment ce changement de paradigme qui est en train de s'opérer et qui va changer la face financière du monde, qui est déjà en train de changer. Alors, moi, je ne suis pas très d'accord avec avec professeur Sini sur le dernier point, parce que je pense que même les banques traditionnelles en ligne aujourd'hui, même les banques en ligne ont des conseillers. Oui. Certains conseillers ont des agents, mais des agents, enfin la différence que vous ne les rencontrerez jamais, c'est ça. Ça veut dire que sont peut-être là pour s'occuper des transactions, pour assurer la sécurité, mais peut-être pas pour les conseils. Peut-être que ce qu'il veut dire, et là je suis d'accord avec lui, ce ne sera pas un conseiller personnalisé que vous contacterez tout le temps, mais vous savez, c'est comme des conseillers ubérisés en quelque sorte. Ça veut dire que vous allez avoir, aujourd'hui vous avez ce conseiller, la semaine prochaine vous aurez un autre conseiller, mais il est vrai que le contact humain, même par voix,
sera largement diminué, largement réduit. Oui, et les déplacements également. Il n'y aura plus de déplacements. Il n'y aura plus de déplacements, hein. Finalement, et puis même les émissions des billets. Donc la Banque d'Algérie fera des économies si on devait arriver à ne plus émettre autant de... C'est Mahfoud, on ne parlera plus de changement de monnaie, là. Oui, puisqu'elle sera finalement unifiée. La dématérialisation, mais n'empêche que sur les fondamentaux, on restera sur les mêmes principes de fonctionnement. C'est très important, parce que sinon, donc c'est le fonctionnement, l'émission monétaire, maintenant, elle se fera autrement, sans support papier. C'est-à-dire que même les salaires seront versés directement sur le smartphone, sur le compte du smartphone. On n'aura plus accès à ce cash. Dans combien de temps vous verrez cela? Ah, ça, je ne prédis pas l'avenir, mais vous n'aurez plus besoin, vous n'aurez que du e-dinar. Du e-dinar. Du e-dinar. Et les mutations se font très, très rapidement avec la logique, dans l'ère numérique. C'est ça. Et puis, ça pose aussi la question de transformation quand la monnaie était métallique. Donc, c'était l'or. Et c'était du métal, et de l'argent. D'où l'appellation argent. Personne ne pensait dans le temps qu'on passera à un support papier. Et donc, ça a mis beaucoup de temps, de siècles. Maintenant, les processus d'évolution se font très rapidement. Il y a ceux qui arrivent à monter dans le train et de s'adapter rapidement. Il y a d'autres qui restent dans la station et ils risquent de ne pas s'adapter rapidement à un monde qui évolue d'une manière très, très rapide. On n'est pas seul dans le monde, justement. Il faudra forcément prendre le train en marche et s'adapter à cette nouvelle technologie. Monsieur Sini, le dernier mot, le mot de fin vous revient. C'est la fin de l'émission. Donc, finalement, c'est une étape qu'on ne pourra pas échapper à cette étape. Finalement, on comprend par là que l'on devra forcément tout digitaliser et passer peut-être par cette monnaie dématérialisée finalement. Tout à fait. Écoutez, je conclurai comme j'avais commencé nos débats, à savoir qu'on ne peut pas lutter contre le progrès ni contre le cours de l'histoire. La seule chose, c'est qu'il ne faut laisser personne sur le chemin. Et c'est là où nos autorités, les pouvoirs publics, les institutions financières et même nous, en tant qu'acteurs économiques, avons un rôle très important à jouer, parce qu'il faut savoir que la digitalisation, non seulement elle permet l'inclusion financière, elle permet de lutter contre la pauvreté, contre l'isolement financier. Merci, c'est ça, mettre fin aux inégalités. Merci à vous, Monsieur Sini, d'avoir été avec nous depuis Marseille. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à toutes nos questions. On en reparlera certainement de ce thème, vu l'évolution de cette technologie. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. J'espère que vous avez un peu réussi à matérialiser tout ce qu'on a dit aujourd'hui et à mieux entrevoir notre futur. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. À très bientôt sur Canal Algérie.